Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace OBNL. Espace OBNL, c'est un endroit qui informe, qui rassemble et qui inspire les gestionnaires d'OBNL à travers la province, à travers les secteurs. Aujourd'hui, on va traiter de relations médias et surtout de comment se préparer à une demande d'entrevue. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi un spécialiste de la question, Steve Flanagan. Bonjour Steve. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je vais te laisser te présenter en guise d'introduction pour qu'on puisse passer après ça aux questions. Ça fait une trentaine d'années que je travaille en communication et en affaires publiques comme journaliste en début de carrière. 13 ans à Hydro-Québec et depuis 16 ans là, comme conseil auprès de différentes organisations pour la gestion d'enjeux, la formation de prise de parole publique et médias et également là, des stratégies de relations publiques. Relations publiques, médias, c'est souvent quelque chose qui angoisse beaucoup de gestionnaires avec lesquels nous on traite. Quand le téléphone sonne puis qu'il y a un journaliste de l'autre côté, ça vient augmenter le niveau de stress aussi. Fait que ce que j'aimerais qu'on traite dans cette capsule-là, c'est vraiment tous les petits trucs que tu peux donner, parce que je sais que tu donnes quand même de la formation plus complète, là. Ta formation de porte-parole, c'est combien de temps? C'est quand même costaud, là. Bien, en fait, c'est personnalisé. Alors, ça peut être en groupe, ça peut durer une journée ou 2 journées, dépendamment des besoins, ou ça peut être personnalisé, une demi-journée. Des fois, c'est 1 heure ou 2, hein, juste avant de s'en aller en tournée de presse. Mais on a différentes formules comme ça, mais c'est beaucoup axé sur la pratique. Comme je disais, être contacté par un média, c'est stressant. C'est quoi les premières étapes? Quand le téléphone sonne, là, puis on dit « Bonjour, je suis journaliste de tel média », d'abord, c'est prendre un grand respire. je t'écoute. Mais je dis régulièrement que lorsqu'un journaliste nous appelle pour nous demander de l'information ou encore une entrevue, c'est pas un subpoena. Donc, on n'a aucune obligation de lui répondre. OK? Ça, déjà là, puis je le dis, là, ça fait partie des fois de la stratégie. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est juste dédramatiser les choses, là. C'est pas parce qu'un journaliste appelle que nécessairement il faut prendre panique. La première des choses, c'est de bien écouter ce que le journaliste a à nous dire. Bon, quel type d'information qu'il veut obtenir ou qu'elle veut obtenir. Quel type de reportage qu'on veut faire, quelles sont, dans le fond, l'ensemble des informations que la personne possède, qu'est-ce qu'on nous demande, à qui on parle. Donc, on est en mode écoute pour savoir ce qui est attendu de nous. Deuxième des choses, là arrive la phase où on pose peut-être plus de questions au journaliste que le journaliste lui-même va nous en poser éventuellement. C'est pourquoi à ce moment-ci? Qu'est-ce qui t'intéresse? As-tu parlé avec d'autres gens? Donc, d'aller valider les informations que la personne possède pour être en mesure, à ce moment-là, d'avoir le meilleur portrait possible. Parce que souvent, on va nous demander d'aller en entrevue, mais on ne nous dit pas tout. Et là, on risque de se retrouver en entrevue et de se faire lancer en plein visage des faits ou des suppositions avec lesquelles on n'est pas préparé, puis on risque de jongler et de mal paraître comme tel. Alors ça, ce qui est important là, dans la préparation, là, déjà dans le contact qu'on fait ou qui est établi avec le journaliste, c'est de nous assurer de vraiment avoir le portrait le plus juste possible de la demande et des informations que la personne possède. Par la suite, il y a une partie de négociation aussi, je dirais. C'est de venir définir éventuellement, si on est pour faire une entrevue, de définir le carré de sable. Pour pas non plus que ça soit n'importe quoi. Alors vraiment de dire, OK, c'est sur tel sujet, on veut aborder telle chose. Alors donc, on définit ce cadre-là parce que ça nous permet de mieux nous préparer. Ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas obligé de se faire mener en bateau. Non. On n'est pas obligé de laisser le journaliste nous amener à gauche ou à droite. On peut c'est pas un free ride qu'on donne, dans le fond, aux journalistes, ou en tout cas, on ne veut pas non plus faire l'objet d'une entrevue qui va cibler à peu près tout ce qui peut être ciblé, là. Alors, il faut vraiment, il y a une partie de négociation donc avec le journaliste. Là, je donne ça dans un cadre où on a un enjeu, là. Parce que
parfois, par exemple, quand on est dans le domaine événementiel, ben, la journaliste va nous appeler pour demander des informations par rapport à un spectacle, ici ou ça. Alors là, c'est facile. Il n'y a pas d'enjeu ici. Mais à partir du moment où il y a un enjeu, il faut être vigilant. Il faut quand même là, qu'on ait un petit drapeau rouge, puis on se dit, bon, ben OK, parfait, on va déjà établir la relation avec le ou la journaliste pour nous permettre éventuellement là, d'avoir une bonne entrevue. Puis, c'est bon pour nous, mais c'est bon aussi pour le journaliste. Ce que je comprends aussi, c'est que si le téléphone sonne, tu as un journaliste ou une recherchiste, parce que des fois, tu as la recherchiste avant même de parler au journaliste. Fait que là, c'est un autre. Tu as l'effet du téléphone arabe entre la recherchiste et le journaliste aussi. Oui. On n'est pas obligé de commencer à répondre aux questions tout de suite. On est mieux de prendre un moment de repos puis de dire, écoute, prendre tes informations, de se briefer, de refaire une tête, puis on peut-tu faire une entrevue officielle telle date? On est mieux de contrôler. Bien, autant que faire se peut, on veut être en atmosphère contrôlée là, lorsqu'on est en relation de presse. Parce que j'ai eu des témoignages de gens que dès que le téléphone a sonné, ils se sont mis à répondre. Et c'est là que ça s'est mis à déraper aussi. Oui, parce qu'on n'a pas nécessairement tout le portrait. Juste une anecdote. Il y a plusieurs années, lorsque j'étais porte-parole d'Hydro-Québec, à un moment donné, un journaliste de TVA me demande une entrevue concernant, en le fond, la question, c'était qu'est-ce que vous faites avec, mettons, l'équipement informatique ou l'équipement de bureau qui est pu utiliser. Alors, parfait. Je décide de faire l'entrevue. Alors, on se donne un point de rendez-vous. Je fais l'entrevue. Alors, j'explique que tout est envoyé en récupération. Le soir même, alors, le reportage, c'est qu'on avait filmé un camion vidange qui était venu chercher de l'équipement informatique avec l'équipement de bureau et puis qui sont allés porter ça au dépotoir. Alors là, entre-temps, bien là, il y avait ma citation. J'étais à la caméra, alors j'avais vraiment l'air d'un junior en culotte courte. Alors j'avais appris ma leçon à ce moment-là. Mais tout ça parce que je ne me suis pas informé du cadre de l'entrevue comme tel. C'est quoi le sous-jacent? Oui, exact. Mais d'ailleurs, selon toi, là, comment on peut ramener nos messages clés puis qu'on s'assure qu'ils soient pris en considération? Bien, à partir du moment où on connaît, dans le fond, le cadre d'entrevue, qu'on connaît la motivation du journaliste et puis qu'on a, si tâté que la personne a dit, bien, j'aurais telle question à vous poser, bien là, à ce moment-là, on peut prendre le temps. Puis prendre le temps, là, c'est vraiment de dire, OK, tu me demandes une entrevue dans une demi-heure. Mettons qu'on sent qu'on peut être prêt dans une demi-heure. C'est parfait, je vais vous rappeler. On prend le temps, donc, de se préparer. Et là, à la lumière, veut dire du cadre qu'on s'est donné, bien là, on va commencer à préparer notre entrevue en identifiant, dans le fond, nos messages clés, en allant chercher l'information dont on a besoin, en identifiant les points d'information qu'on veut véhiculer, etc. Donc, on se prend quelques notes et on commence, dans le fond, à penser à l'histoire qu'on veut raconter. Puis tout ça, avec un minimum de mots, pour aller chercher un maximum d'impact. Très souvent, un journaliste, c'est parce qu'il y a une histoire sous-jacente. Oui. En tant que gestionnaire, on n'est pas nécessairement au courant. As-tu des trucs pour se préparer aux surprises? Poser des questions sans méthode, mais... Oui, poser des questions le plus possible, d'essayer de comprendre, puis vraiment questionner là, le journaliste. Parce qu'il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui est derrière cette motivation-là? Parce que c'est rare qu'un journaliste va se lever le matin et il va dire tiens, je vais les appeler pour parler de tel enjeu. Là. Je veux dire, en quelque part, oui, mais en même temps aussi, des fois, on peut avoir d'autres sources, on peut avoir une motivation parce que dans l'actualité, on a vu telle situation, puis on se dit ah, ben on va aller voir chez eux. Comment ils gèrent cette situation-là. Peut-être que ça ne nous concerne pas, peut-être qu'on le gère autrement. Alors donc, ça nous permet à ce moment-là, en posant ces questions-là, de voir quelle est l'opportunité qui nous est offerte de pouvoir parler à un public. Alors, c'est pour ça que des fois, on peut décliner, parce que peut-être que l'enjeu ne nous concerne pas,
Puis peut-être qu'on n'a pas envie non plus d'aller commenter telle ou telle situation publiquement. Ou si on le fait, c'est parce qu'en quelque part, on va en tirer un avantage ou un bénéfice. Ou encore, bien là, si ça nous concerne directement, bien, il y a une partie où on a un rendre compte à faire peut-être là, au public. Quand les journalistes nous contactent, la plupart du temps, on en discutait dans la première capsule, ils sont un peu biaisés ou ils cherchent la bébite. J'aimerais ça revenir là-dessus. Bien, ils ont une ligne éditoriale. Oui, ils ont une ligne éditoriale, mais là, tu as donné les questions, tu as donné un peu la préparation, mais j'aimerais ça, si toi, tu as des trucs sur deviner les intentions. Oui. Bien, en fait, en quelque part, à partir du moment où on connaît son environnement, on connaît son écosystème, on est capable de faire les liens, là. Donc, à ce moment-là, dans notre préparation, on va s'assurer de présumer un certain nombre de questions, puis d'être capable d'y répondre. Fait que quand on a le temps de le faire, bien, on va se faire un question-réponse. Donc, à telle question, voici ma réponse. L'avantage de ça, c'est que ça nous permet peut-être, sur un enjeu, d'identifier, disons, une dizaine de questions qui pourraient nous être posées et tout de suite répondre à ces questions-là et de les rédiger de façon simple, en 2 phrases, pour être capable de s'approprier, dans le fond, le question-réponse. Et quand viendra, si la question vient pendant l'entrevue, bien déjà, on ne sera pas pris par surprise. On aura l'information qu'on voudra transmettre, même le message qu'on va vouloir transmettre. On est en... Parce que, si je pourrais me permettre, c'est que des fois, le journaliste va arriver avec un angle, puis ça va nous permettre à ce moment-là de dire oui, je comprends très bien, mais regardez. Donc, on est capable de guider l'auditoire, non pas en fonction de l'orientation que le journaliste veut lui donner, mais parce qu'on est en maîtrise de notre contenu, on va être capable de venir le présenter autrement. Oui, je comprends ce que vous me dites, mais par ailleurs, et là, à ce moment-là, on transmet le message. Nos politiciens sont bien briefés. Oui, souvent, ils sont vides de contenu, là. C'est pour ça qu'on parle de cassettes. À partir du moment où on a des faits solides, on peut reposer, dans le fond, nos messages sur un argumentaire qui est implacable, avec de l'information qui est vérifiée et vérifiable. Bien, là, on vient d'augmenter notre crédibilité. Puis en même temps, est-ce que tu penses que... Je pense là, on sort de la période des conférences de presse quotidiennes de nos décideurs, là, fin COVID. Ben, pas fin, on n'est pas sorti, là, mais le gros du confinement et la grosse période intense, on en est sorti. J'ai eu l'impression que les interactions entre les journalistes, parce qu'on a aussi assisté à du travail journalistique, qu'on n'a pas l'habitude de toute la prise de questions. Oui. On a vu des cas d'acharnement, et ainsi de suite. C'est intéressant, oui. Oui, oui, d'avoir... puis on a vu aussi comment le public a réagi à certains comportements journalistiques. Mais de l'autre côté, est-ce que, de ton côté à toi, tu vois qu'il y a une prise en considération des commentaires sur les médias sociaux, puis que ça vient à préparer les réponses ou pas? Ça vient aussi à préparer les questions des journalistes. Okay. Les médias sociaux vont influencer les journalistes, comme les médias sociaux vont aussi peut-être nous influencer. Dans notre préparation, faut pas éluder là, je dirais, la tendance qu'on pourrait retrouver dans les médias sociaux par rapport à un enjeu. Il y a des messages là-dedans, il y a des perceptions là-dedans, il y a de l'information là-dedans. Alors, donc, d'être capable de venir répertorier quelles sont les perceptions vont nous permettre aussi, dans notre préparation, de venir avoir une contre-argumentation, par exemple. Alors, donc, de venir établir les faits, bien, quand on aura fait le travail en amont pour identifier, dans le fond, les différentes tendances, bien, à ce moment-là, on va être capable d'avoir des messages qui sont beaucoup plus percutants et qui vont répondre à un besoin aussi et qui vont venir, je dirais, faire le contrepoids de messages qui sont véhiculés. Autrement dit, c'est d'être capable de placer une argumentation ou des informations ou de l'argumentaire que n'importe qui peut réutiliser par la suite quand, je sais pas moi,
parle avec le beau-frère, tu sais, Ouais. qui dit telle chose. Oui, non, tu dis ça, mais par contre, voici la vraie histoire, puis c'est vérifié, puis c'est vérifiable. Si tu as le choix, imprimé, numérique ou caméra? Le direct. Le direct. Donc, le direct, ça peut être C'est aussi pas plus dans les... dangereux? Ben non, quand on est bien préparé, c'est à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement le filtre journalistique, là, il n'y a pas le montage, la préparation et tout. Alors, moi, je préconise davantage le direct que de donner une entrevue. Parce que pourquoi confier à un tiers la responsabilité d'aller porter un message quand on peut le faire soi-même maintenant avec la technologie? Oui, ça c'est vrai que... Donc, en quelque part, pourquoi laisser à un tiers le plaisir de formater nos J'aime ça, messages? J'aime ça, oui. Tu as plusieurs journalistes qui t'appellent. Quand ça se met à décoller, des fois, il y a des crises où Ouais. le téléphone sonne, puis ça rentre, puis j'ai des cas en tête, là. Tu donnes la priorité à qui et comment? Oui. Comment tu gères le scrum, là, la masse, là? Oui, bien en fait, c'est une bonne question dans la mesure où, à ce moment-là, on va venir prioriser nos publics. Alors, à quel public on veut s'adresser? Et à ce moment-là, ça va venir nous dicter un peu quelle tribune on va utiliser. Alors, ça, le choix va se faire justement à partir de cette réflexion-là. Et aussi, il n'y a rien qui nous dit qu'on est obligé de répondre à tout le monde. Mais en même temps aussi, quand on est dans une situation où il y a un intérêt journalistique soutenu, il faut être capable, je pense qu'il faut être capable d'alimenter néanmoins là, pour la machine, je dirais, ou en tout cas l'intérêt médiatique, parce que les absents ont toujours tard, parce que l'histoire évolue, parce que l'histoire s'écrit et elle est prise en compte par l'auditoire. Alors, donc, on a tout intérêt à participer, dans le fond, à l'évolution de l'histoire, plutôt que de rien dire. D'ailleurs, si tu n'as rien à dire, c'est parce que ça doit arriver des fois que tu n'as pas de réponse sur certains enjeux ou que l'information te manque. Je pense surtout si on sort des vieux dossiers auxquels tu n'étais pas en poste. Ouais. On fait comment pour les éviter ou les déplacer dans le temps, les entrevues, si on a des journalistes qui Moi, sont je pense que insistants? c'est de faire comprendre. En fait, souvent, on peut avoir des médias qui sont pressés de sortir une information, ou des fois, ils vont la sortir, puis on est pris avec le fait accompli, puis qu'on n'a pas nécessairement tout le topo. Je pense que la première communication à faire à ce moment-là, c'est vraiment de faire savoir qu'on est en train d'étudier le dossier, donc de ramasser l'information. Ça peut prendre quelques heures, comme ça peut prendre quelques jours ou quelques semaines, mais en quelque part, il faut toujours communiquer par rapport à l'action. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas laisser non plus les gens spéculer sur ce qu'on est en train de faire. Il faut toujours dire ce qu'on est en train de faire. Fait qu'à ce moment-ci, si on est en attente d'une réaction, c'est de dire, regardez, laissez-nous le temps d'en prendre connaissance, d'être capable de définir le temps que ça va prendre. Des fois, ça peut être plus complexe, là, puis ça peut prendre des semaines, ça peut arriver. Okay? D'être capable de le dire, puis pendant cette période-là, on va chercher l'information, puis on se prépare, et éventuellement, là, on décidera de la façon dont on communiquera l'information éventuellement. Il y a beaucoup d'OBNL qui sont un peu sur la sellette pour toutes sortes de raisons reliées aux différents cas de dénonciation qu'on entend ces temps-ci. Ouais. Je suis curieux d'entendre ton avis professionnel sur les réactions rapides de certaines organisations et sur où la dénonciation se fait sans nécessairement elle se fait publiquement dans les médias sociaux, ainsi de suite. Là. J'ai un cas en particulier en tête. Là, et comment on réagit face à ça, selon toi? Si tu trop vite, si tu pas rapide, c'est une bonne question dans le sens où j'ai vu des artistes... j'ai vu des artistes qui ont réagi très rapidement et ils se sont ennuis plus que d'autres choses. Ils n'ont pas pris nécessairement le temps de bien analyser la situation puis de se donner le temps aussi de travailler peut-être en coulisses, puis peut-être de calmer le jeu, puis de travailler peut-être avec ses partenaires, puis de définir une position commune. Ça, je pense qu'il y en a qui se sont nuits comme ça.
Tu as d'autres organisations, puis on peut les comprendre. Là. Par exemple, des commanditaires qui ont pris des décisions rapides pour se dissocier d'un artiste. Ça, en quelque part, on peut le comprendre dans la mesure où on veut pas être dans l'histoire. On veut se sortir rapidement de la lumière. Et parce que le risque auquel on est confronté, c'est peut-être d'être sollicité là, publiquement et dans les médias sociaux pendant un certain nombre de temps. Puis ça peut nuire aux affaires. Donc ça en quelque part, je peux le comprendre. Tu as d'autres organisations, elles ont décidé de prendre différentes positions. Je pense que chacun l'a évalué. Alors, c'est toujours une question de risque. Fait que parfois, on va se dissocier d'un artiste, on va suspendre la gérance ou on va mettre un terme à la gérance parce que de toute façon, on comprend que l'histoire qui est en arrière est peut-être aussi pire que ce qui était. Dans certains cas, oui. Mais je pense qu'on a eu 2-3 cas dernièrement, dans les derniers mois, là, de DG ou de présidence qui ont été, qui se sont ramassés dans ce type de situation-là. Fait que là, c'est aussi ce que ça comporte, vu que c'est soit un poste de gestion ou un poste de présidence bénévole qui est dans ce cas-là. Fait que j'avais plus cette notion-là en background. Je pense à un DG qui n'est pas au courant de la vie personnelle de son président, qui se fait ramasser par les médias du jour au lendemain, puis que c'est pas nécessairement, c'est une dénonciation anonyme des médias sociaux. Comment tu le gères publiquement? Moi, je reviens toujours au fait que la communication dans de crise, il faut toujours que ça soit basé sur l'action. Autrement dit, si on ne fait rien, là, on est à risque. Alors, vaut mieux à ce moment-là prendre acte publiquement. J'ai bien entendu, je vais vérifier et je communiquerai aux besoins ou en temps et lieu. OK? Bon. Alors, à ce moment-là, donc, c'est d'accompagner le public sur les étapes qu'on va franchir pour soit se faire une tête par rapport à une situation, aller chercher l'information ou prendre une décision. Alors, donc, mais si on ne dit rien, c'est sûr que là, il y a de la spéculation, il y a de l'enflure, et, on ne s'aide pas. Tandis que là, si on réagit rapidement en disant, oui, OK, on l'a entendu parler, maintenant on va aller vérifier, puis on reviendra éventuellement. On a parlé beaucoup quand l'appel rentre. Oui. Quand on a un message à sortir, la conférence de presse, ça existe-tu encore bon? On en fait ça encore ou on perd notre temps? On en fait de moins en moins des conférences de presse. D'abord, les journalistes sortent de moins en moins. On va en faire si on a quelque chose de vraiment important ou en fait, s'il y a une plus-value pour le journaliste. On va en faire, par exemple, si, disons, visuellement, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Alors là, à ce moment-là, peut-être qu'on... Ça revient à l'histoire qu'on a à compter. Oui, absolument. Alors, donc, est-ce que cette histoire-là, on peut la raconter au téléphone? Est-ce qu'on peut la raconter par écrit? Est-ce qu'on peut... alors, tu sais, que le journaliste se déplace, il faut vraiment qu'il en tire un bénéfice là, particulier. Merci, Steve. Merci. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez répondre au téléphone avec un état d'esprit un peu différent ou une plus grande liberté d'esprit. Je vous remercie. Je vous invite à faire vos commentaires en bas de la capsule, le petit pouce en l'air si vous avez apprécié et je vous souhaite une bonne fin de journée.